Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année. Donc en effet, cette année, on va parler de l'accompagnement des enfants, des adolescents. Et donc je vais commencer par vous présenter nos intervenants de ce premier débat qui s'appelle « Les suites judiciaires d'un signalement, quelle protection apporter aux enfants victimes ?» On a d'abord à côté de moi Younes Bernand, qui est juge des enfants, qui est docteur en droit privé et sciences criminelles et qui est également professeur associé à l'université Jean Moulin Lyon 3. Il y a à côté Mathias Zanettini, qui est substitut du procureur au tribunal de Villefranche. Et enfin Nadia Zegmar, qui est directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, Alpes-Vaucluse. Alors, ce débat, c'est un petit peu le fil rouge par rapport à l'an dernier. Yvan nous l'a rappelé, l'année dernière, c'était repérer et signaler. Aujourd'hui, c'est accompagner. Accompagner un enfant victime. Alors, Mathias, Younes et Nadia vont discuter autour du thème de la pluralité des magistrats, leurs rôles respectifs, comment ils accompagnent ces enfants victimes et est-ce que les mesures qui sont en vigueur sont efficaces et effectives. Et puis, on reviendra aussi, alors ce sera plutôt Nadia, qui parlera du risque de ne pas accompagner justement les enfants victimes qui risquent eux-mêmes, à leur tour, de devenir auteurs. Comme l'a rappelé Yvan, n'oubliez pas, vous avez un QR code, donc si vous avez envie d'échanger, vous posez vos questions et il y aura de l'interaction après. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez ? Oui, bon. Bonjour à toutes et à tous avant tout. J'ai la lourde tâche de commencer ce thème sur lequel on pourrait parler des heures pour ne pas dire des jours, mais on va essayer d'être le plus efficace possible et surtout parler de cette thématique de manière interactive. Alors avant tout, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une difficulté peut-être pour voir quels étaient les différents intervenants, il faut bien distinguer les magistrats du parquet des magistrats du siège, et pour vulgariser la chose, le magistrat du parquet est celui en fait qui va recevoir un peu toutes les informations du tribunal, que ce soit au niveau civil, que ce soit au niveau pénal en la matière, et qui va apporter une orientation. Orientation, soit saisir des services administratifs, soit saisir le juge des enfants, et ensuite qui va proposer, c'est ce qu'on appelle les réquisitions, l'application de la loi. Ça, c'est le rôle du magistrat du parquet. Et ensuite, vous avez le magistrat du siège, représenté aujourd'hui par mon collègue juge des enfants, et je vulgarise vraiment la chose, qui lui va décider. Voilà. Alors, sur cette thématique, avant tout, vous dire qu'un mineur, au sens du droit français, et peut-être que pour vous c'est très clair, mais ce n'est pas souvent le cas dans la justice, un mineur, le Code civil, l'article 388 du Code civil, dit que c'est un individu qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Alors cette problématique, elle est rencontrée dans la justice, notamment par des difficultés pour les mineurs non accompagnés qui ne sont pas dotés d'actes d'état civil. Et vous pouvez avoir plusieurs moyens pour déterminer une minorité, soit un état civil qui est transmis du pays d'origine, soit des examens osseux sur lesquels le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Sur la thématique vraiment du signalement, un signalement, c'est une information. C'est une information qui est transmise avec une autorité publique et qui va porter les traces des indices de danger concernant un enfant. On peut appeler ça une information préoccupante, une information qui préoccupe par définition, qui est transmise à différents interlocuteurs. Et ensuite, on peut appeler ça également un signalement. On signale une situation de danger à une autorité publique. Il existe en France un dispositif de protection de l'enfance qui a été posé depuis longtemps, mais surtout réformé par une loi du 5 mars 2007, complétée par deux lois, une loi de 2016 et une loi de 2022, qui va en fait redéfinir les intervenants. Et vous avez en fait le président du conseil départemental qui est chef de file de ce qu'on appelle la protection de l'enfance. C'est lui qui va recevoir normalement tous les signalements et auprès d'un service, le service d'aide sociale à l'enfance, et d'une cellule,
la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui va mener les premières évaluations. Alors, le département, il va faire quoi? Soit il va classer la situation de danger, en estimant qu'en fait, il n'y a pas un danger pour l'enfant, soit il va donner une réponse administrative, notamment une aide éducative à domicile, un accueil de jour de l'enfant, ou même, vous pouvez avoir une mesure de placement. Mais la protection administrative, elle repose sur l'adhésion. L'adhésion de la famille, on parle de contractualisation. La famille doit adhérer. Le parquet et la protection subsidiaire, qui est la protection judiciaire, va intervenir en second temps. Plusieurs situations. La première des situations va être notamment la situation d'un enfant qui est déjà connu pour lequel des mesures administratives n'ont pas conduit à améliorer sa situation. On va saisir le parquet. La deuxième situation, le refus des parents, le manque d'adhésion des parents ou l'impossibilité des parents à pouvoir être accompagnés sous la forme administrative. Et la troisième situation, qui est très fréquente, est celle en fait de la commission d'une infraction pénale sur l'enfant, et notamment dans le cadre intrafamilial. Donc on peut avoir des violences sexuelles, des violences physiques. Donc on a ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire qu'on va notamment saisir le procureur de la République, qui doit apporter une réponse judiciaire, mais aussi une réponse face à la situation de danger de l'enfant. Le parquet, qu'est-ce qu'il va faire? Le parquet, il va évaluer lui aussi la situation. Il va soit considérer que l'accompagnement administratif est suffisant, et il va demander à l'aide sociale à l'enfance de continuer son suivi. Deuxième situation, le parquet considère qu'il n'y a pas forcément une situation de danger, et c'est le cas par exemple de parents qui sont hospitalisés et qui sont dans l'incapacité de s'occuper de leurs enfants. Il va rechercher le parquet s'il n'y a pas un tiers de confiance qui va pouvoir prendre en charge l'enfant, et il va saisir un juge, le juge des affaires familiales, par exemple, pour une délégation d'autorité parentale. Il peut saisir d'autres juges également, le tribunal judiciaire, en cas de délaissement parental, en cas de demande de retrait de l'autorité parentale. Il peut saisir également le juge des tutelles pour des demandes d'émancipation, des tutelles mineures, et également dans le cas des mineurs non accompagnés. Donc c'est une problématique particulière que je ne vais pas forcément évoquer aujourd'hui. Et enfin, son interlocuteur du quotidien au parquet, parce que dans chaque tribunal, vous avez des parquetiers référents mineurs, c'est mon cas à Villefranche-sur-Saône, qui sont habilités, spécialisés en la matière. Et dans ce cas-là, le juge des enfants sera le premier interlocuteur des parquetiers. Quand on saisit le juge des enfants, vous avez un article fondamental dans le Code civil, l'article 375 du Code civil, qui vous dit qu'en fait, vous pouvez saisir le juge des enfants uniquement si vous constatez une situation de danger pour l'enfant dans son développement personnel, affectif, intellectuel, sa moralité, sa santé. Et dès lors que vous saisissez le juge des enfants, vous allez en fait lui passer la main. Et vous avez, quand vous êtes parquetier, un rôle de filtre, parce que si vous deviez saisir le juge des enfants de toutes les situations qui vous revenaient, vous allez très rapidement emboliser son cabinet. Donc il faut essayer de trouver parfois des alternatives tout en vraiment analysant la situation. Alors il y a dans le rôle de parquetier une difficulté. La difficulté, c'est que vous recevez énormément de signalements tous les jours, qu'il faut savoir les analyser de manière rapide, ce qui est très préoccupant, ce qui l'est moins. Et je l'évoquerai tout à l'heure, vous avez des manières d'y répondre de manière plus ou moins urgente. Voilà. Je vais passer la parole à mon collègue juge des enfants qui va vous parler de la suite dès lors qu'il est saisi. Pardon, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette belle journée. C'est la seconde fois que j'interviens dans le cadre de ces rencontres Rockefeller. Alors effectivement, mon collègue parquetier évoquait le fonctionnement, en tout cas la porte d'entrée au sein du tribunal judiciaire et l'approche du juge des enfants dans l'hypothèse d'un signalement. Juste une précision terminologique sur les notions qui sont abordées. Le juge des enfants n'est pas le juge des enfants victimes, en tout cas pas seulement des enfants victimes, puisque le juge des enfants, c'est le juge des enfants en danger. Et la notion de victime en droit, elle a un sens particulier, n'est victime que celle qui a été reconnue
en cette qualité par une décision de justice, par un tribunal, et qui a fait suite à une décision de condamnation. Donc, le domaine d'intervention du juge des enfants est beaucoup plus large que celui des enfants victimes, et ça amène plusieurs réflexions. La première, c'est que ça peut poser des difficultés d'articulation des différentes réponses judiciaires apportées, parce qu'imaginez un enfant qui dénonce des faits de violence sexuelle, par exemple intrafamiliale, il y aura très probablement une instruction qui va être ouverte, donc auprès d'un juge d'instruction. L'instruction va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et vous allez dans le même temps être saisi par le procureur de la République d'une requête en assistance éducative. Donc il va falloir en réalité articuler la réponse éducative du juge des enfants avec le dossier qui est ouvert à l'instruction et qui va prendre plusieurs années. Alors si vous avez un parent, c'est plus souvent le père, mais ce n'est pas forcément le père, qui reconnaît les faits et qui effectivement reconnaît avoir abusé sexuellement de son enfant, le travail va être évidemment facilité. Si vous avez à l'inverse un dossier qui est un peu fragile avec un père qui conteste les faits, vous allez être très en difficulté parce que vous allez vous retrouver en réalité avec une situation où vous avez un parent qui est d'une part présumé innocent, qui conteste les faits et avec lequel le travail éducatif va forcément être difficile. Donc ça fait d'ailleurs référence à ce qui avait été abordé par le rapport de la Civise, qui a fait un travail gigantesque au sujet des différentes violences sexuelles faites aux enfants au sein des familles. Mais il y avait dans ce rapport, quasiment presque le slogan ou le mot d'ordre de ce rapport, c'était un enfant, on vous croit, on te croit. C'est-à-dire celui qui vient dénoncer des faits de violence sexuelle, on le croit. C'est à mon avis une erreur. En tout cas, ça peut être un slogan politique ou un slogan marketing, mais ça ne peut pas être une réponse judiciaire. Un enfant qui vient dans mon bureau dénoncer des faits de violence sexuelle, je ne peux pas lui dire « je te crois ». Parce que si je lui dis « je te crois » et qu'ensuite derrière il y a une décision de non-lieu, c'est-à-dire le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou que le tribunal correctionnel ou la cour d'assises vient relaxer ou acquitter le parent qui est auprès duquel des faits ont été dénoncés, on se retrouve dans une situation où l'enfant, il va falloir effectivement le récupérer à la petite cuillère et ça risque d'être très difficile. Donc on va effectivement recueillir sa parole, mais sans jamais lui dire « je te crois ». Voilà. Donc ça c'est important, donc bien dissocier la notion d'enfant victime et d'enfant en danger. Tous les enfants en danger ne sont pas forcément des enfants victimes. Alors sur effectivement le signalement et donc la requête en assistance éducative, le juge des enfants donc, est saisi d'une requête en assistance éducative. C'est généralement un document d'une petite trentaine de pages. Vous avez la requête du procureur de la République qui est généralement motivée et suffisamment motivée. Et puis ensuite, vous avez le signalement, donc, qui est le document du département qui a interpellé le procureur de la République. Et généralement, vous avez les informations préoccupantes. Donc là, en réalité, l'information préoccupante ou la somme des informations préoccupantes alerte le département, qui fait une évaluation médico-sociale de la situation, qui transmet un signalement s'il y a lieu au procureur de la République, et le procureur de la République me saisit ensuite, saisit le juge des enfants. Donc c'est à partir de ce document de travail que l'on va en réalité recevoir la famille, parce que le juge des enfants reçoit systématiquement la famille, reçoit systématiquement les enfants. Alors le texte, le code civil, s'agissant des enfants, oblige le juge à recevoir les enfants à partir d'un certain âge. Alors bon, le critère est assez flou. L'idée, c'est que, en tout cas, ma pratique à moi, c'est de recevoir toute la famille lors de la première audience, parce qu'il se joue des choses aux audiences. Les interactions sont effectivement assez intéressantes à être observées pour ensuite prendre une décision. Donc la famille est reçue, on explique le cadre d'intervention du juge des enfants, et ensuite le juge des enfants dispose d'un certain nombre de possibilités. Alors, la première des possibilités, c'est de ne rien faire. C'est de rendre une ordonnance de non-lieu en assistance éducative, considérant que le danger n'est pas caractérisé, c'est ce que disait mon collègue, allez consulter sur Digifrance l'article 375 du Code civil qui définit les critères du danger. S'il n'y a pas de danger, alors il n'y a pas de danger non pas parce que le département s'est planté, et mon collègue du parquet s'est planté, mais parce que la situation a pu évoluer. Et la situation évolue parfois. Si vous avez des difficultés de santé, pas de rendez-vous pris chez l'orthophoniste, l'enfant a des problèmes de vue, on n'est pas allé voir un ophtalmo, on n'a pas commandé de lunettes, on a une situation de violence très importante et les parents sont dans une forme d'ambivalence et ne se sont pas séparés, ou n'ont pas en tout cas pris conscience de la gravité de la situation et de l'effet que pouvaient avoir les violences sur les enfants. La situation, elle peut évoluer au moment où on les reçoit. C'est-à-dire que, et ça évolue souvent d'ailleurs quand ils prennent un avocat, c'est-à-dire qu'ils vont venir avec des pièces,
on a vu un ophtalmo, on a pris rendez-vous avec un orthophoniste, les parents viennent de se séparer, viennent d'introduire une demande en divorce, ils ont chacun une résidence séparée. A priori, les choses se sont calmées. Du côté de l'école, parfois, on produit des attestations de l'école et les écoles disent bon, les enfants sont bien, sont dans les apprentissages, il n'y a pas de difficulté. À ce moment-là, on peut considérer qu'au jour où on statue, il n'y a pas de danger, donc on ne prend pas de mesures. Voilà. C'est la première possibilité. Et il n'est pas forcément toujours judicieux de vouloir, coûte que coûte, prendre une décision. On maintient parfois, et je le dis parce qu'on pratique, c'est parfois la pratique de certaines juridictions, on maintient parfois des familles sous perfusion éducative ou de suivi éducatif. Au bout d'un moment, c'est contre-productif, c'est insupportable, ça infantilise les gens. Et je suis très, attaché à cette idée, au critère du danger. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de mesure éducative et je n'ai pas à intervenir dans les familles. Et la baisse des résultats scolaires ou un conflit parental ne suffisent pas à caractériser des éléments de danger. Il faut vraiment que les éléments de danger soient caractérisés. Deuxième hypothèse, donc pas de danger, pas de mesure. Deuxième hypothèse, c'est une situation où en réalité on a des inquiétudes. On aimerait en savoir davantage, on a des questionnements, on se pose des questions sur le fonctionnement familial, etc. À ce moment-là, on peut prendre une mesure d'investigation, c'est ce qu'on appelle une MJIE, mesure judiciaire d'investigation éducative, où on va demander à un service éducatif de faire une évaluation pluridisciplinaire de la situation, et ce qui va nous permettre, à la réception du rapport, généralement entre 6 à 8 mois, d'en savoir davantage sur la situation de la famille. Les choses ont pu aussi évoluer. On va en savoir davantage sur l'histoire de chacun, sur la rencontre du couple, sur les conditions dans lesquelles les enfants sont venus au monde, ce qui se joue, les différentes dynamiques familiales. Et à partir de ce document, on peut éventuellement prendre une mesure. On prend une mesure s'il y a un élément de danger qui est caractérisé. Donc on peut prendre une mesure de suppléance à la parentalité, c'est-à-dire on va demander à un service éducatif d'intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle une AEMO, alors assistance éducative en milieu ouvert. Il y a le code civil, alors selon les départements, les mesures peuvent changer et leurs dénominations peuvent être différentes, mais grosso modo, on a une intervention d'un éducateur, c'est Super Nanny en fait, pour caricaturer un peu, Super Nanny ou Pascal le grand frère, une fois toutes les 3 semaines, qui vient dans les familles et qui va essayer de modifier les choses à partir d'objectifs qu'on aura fixés dans la décision. AEMO simple, si on sent qu'il y a un besoin d'étayage plus important, AEMO renforcé. Le texte parle d'AEMO intensifié, on ne voit pas bien la différence entre intensifié et renforcé, mais bon, c'est la lettre du Code civil. Et puis, on a des mesures intermédiaires entre l'accompagnement au milieu ouvert et le placement. Il y a d'abord une mesure qui fonctionne plutôt pas mal et qui vise en réalité à responsabiliser les familles, c'est ce qu'on appelle le maintien sous condition. C'est-à-dire, c'est la carotte et le bâton, en fait. C'est-à-dire, on explique aux gens, vos enfants restent au domicile, mais je veux qu'ils aillent à l'école, que vous les accompagniez. Je veux qu'il y ait les soins auprès du psy. Je veux que vous soyez en lien avec les services éducatifs et que vous arrêtiez de faire l'autruche. Et on se revoit dans 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous n'avez pas bougé et que les rendez-vous n'ont pas été pris et que vous n'êtes pas dans le lien, les enfants seront placés. Voilà. Donc vraiment, c'est un petit coup de pression. Généralement, ça fonctionne pas mal. On peut l'associer à une mesure d'AEMO. L'idée, c'est effectivement de responsabiliser et de mettre un petit coup de pression aux familles. L'autre mesure, mais qui ne fonctionne pas dans tous les départements, c'est une mesure de 2016, mais qui n'est encore pas mise en œuvre par certains départements, certains territoires. Dans mon département, ils y réfléchissent seulement. Donc, 10 ans après, c'est plutôt intéressant de commencer à y réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement, l'AEMOH. C'est-à-dire c'est une petite solution de répit. Ça permet aux familles, sur quelques jours éventuellement, de pouvoir souffler. Et c'est des accueils provisoires, entre guillemets, qui sont proposés aux familles. Et puis, si la situation est trop fortement obérée et que la situation n'est plus tenable au domicile et que le niveau de danger pour l'enfant, dans le cas de son maintien à domicile, est trop important, on peut aller sur des mesures de placement. Alors, ça peut être une mesure de placement chez l'autre parent, donc l'autre parent, celui qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant. Ça peut être un placement chez un membre de la famille, un grand-parent, une tante, etc. Ça peut être un placement chez un tiers digne de confiance, un TDC, donc un voisin, ou j'ai déjà eu la situation du parent, des meilleurs amis de l'enfant, etc. Enfin, différentes possibilités. Et puis en dernier lieu, et c'est vraiment le texte, pose les choses de manière alternative en fait. C'est l'autre parent, la famille, le tiers digne de confiance. Et si vraiment on n'a pas ces possibilités-là, c'est le placement institutionnel. Donc on va confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance,
avec les risques et périls qui en découlent. Et là, on va se dire les choses très franchement. Le système de la protection de l'enfance tel qu'il est pensé actuellement et tel que les choses sont articulées dysfonctionne, à mon sens, gravement. Moi, ça fait 4 ans et demi que je juge des enfants. Au quotidien, je n'ai que mes yeux pour pleurer, pour constater l'évolution de certaines situations. Dire cela et dire que le système est en crise, ça ne vient pas minimiser les réussites éducatives, les belles rencontres éducatives, les réussites, ce qui fonctionne bien. Il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des placements qui sont efficients, mais il y a aussi des placements, et c'est un gros tiers des situations, il ne faut pas se le cacher, qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent parce qu'on a des structures qui ne sont pas assez contenantes. On a effectivement des services qui ont un problème de recrutement très important. On a des familles qui ne sont pas suivies, il n'y a pas d'éducateur référent. On a, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une situation d'une enfant alors qui dénonçait des violences de la part de ses parents, qui commence à fuguer. Donc le parquet prend une ordonnance de placement en urgence. Je reçois la famille comme le prévoit le texte. Et là, à ce moment-là, la gamine me dit, moi, elle a 15 ans, si vous ne me placez pas, si vous ne maintenez pas le placement, je vais fuguer, je vais me foutre en l'air, etc. Bon. Et quand on fait le bilan des 15 jours de son placement, et dans un établissement d'accueil d'urgence, elle a commencé à se prostituer, elle a commencé à fumer du cannabis alors qu'elle ne le faisait pas auparavant, elle fugue tous les soirs, jusque tard dans la nuit, et les parents qui avaient une fille, alors avec qui ça dysfonctionne, hein, faut pas, mais découvrent ça les yeux ébahis en fait, et que voulez-vous dire aux parents en fait, en réalité? On place un enfant parce qu'il est dans une situation d'insécurité dans sa famille et on le fait basculer dans un monde dont on sait, en réalité, dont on connaît les dangers, ça a été évoqué tout à l'heure, et le risque prostitutionnel, c'est un risque de danger qui est important. Grosso modo, quand on a, de mon expérience, quand on a une jeune fille de 14, 15, 16 ans, le risque dans le cas d'un hébergement d'urgence, c'est qu'elle soit happée, et quand on dit happée, c'est de l'intérieur, hein. Ce sont dans les structures d'urgence, d'accueil d'urgence, que vous avez des filles qui jouent le rôle de rabatteuses, qui sont elles-mêmes victimes de prostitution. Et vous avez les proxénètes qui attendent à l'extérieur pour récupérer les filles et ensuite aller les prostituer. Et puis, vous avez pour les garçons, pour les jeunes hommes, alors moi je suis sur le ressort de Grenoble, hein, vous avez le risque des points de deal en fait. Le risque de devenir un guetteur, etc. C'est une réalité, mais c'est une réalité et ce n'est pas quelque chose de résiduel. C'est vraiment quelque chose qui commence à venir en réalité, pas dire que c'est la règle, mais on le constate régulièrement. Et alors, j'écoutais tout à l'heure Madame Bachet expliquer effectivement les différents plans de la métropole. La réalité, c'est qu'on a beau monter des groupes de travail, on a beau sensibiliser les professionnels sur ces questions, c'est compliqué. Moi, je ne vois pas bien comment on peut sortir de cette situation-là, dans la mesure où en réalité on constate les choses, on les nomme, on pointe évidemment les difficultés, mais quand on évoque la question des solutions, les solutions, on les a pas. D'accord ? Bon, je cède la parole provisoirement, j'aurai d'autres choses à dire tout à l'heure. Voilà pour les différentes mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants. Je conclus cette première partie en disant que le juge des enfants n'est pas un juge one-shot, à la différence par exemple du juge d'affaires familiales. C'est-à-dire que les dossiers en assistance éducative sont des dossiers qui sont ouverts. Si vous allez visiter un jour un tribunal pour enfants, vous verrez au greffe des dossiers suspendus et en fait vous avez le dossier de chaque famille et en fait on revoit les familles à des périodes concrètement aux échéances de la mesure, ce qui permet en réalité d'avoir un regard sur l'évolution de la situation. On voit là où on s'est planté, là où on a pris des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et ça permet effectivement de voir l'évolution des choses. Dernier point, quand on s'aperçoit qu'un placement est renouvelé chaque année, que la situation n'évolue pas, que les positionnements parentaux n'évoluent pas, qu'on n'arrive pas à travailler le lien ou les choses, se pose la question du statut de l'enfant et la question notamment du retrait, alors je n'ai pas le temps de l'aborder, mais éventuellement d'un retrait d'autorité parentale ou d'un délaissement parental. C'est la problématique qui se pose dans à peu près tous les pays européens et même au-delà de l'Union européenne, c'est la question de savoir où est-ce qu'on place le curseur entre le maintien du lien parental et, à un moment donné, la nécessité de la protection d'enfants qui va parfois nécessiter de rompre le lien parental pour pouvoir permettre à l'enfant de construire un avenir autrement. C'est les travaux de Maurice Berger, du pédopsychiatre,
et son livre « La crise de la protection de l'enfance » qui a déjà une vingtaine d'années, mais on est encore dans ces problématiques-là. Voilà. Alors je crois que M. Zanetti dit quelque chose. Alors, mon collègue juge des enfants vous a parlé notamment de l'après-saisine du juge des enfants et de l'audience qui est contradictoire. Il y a un cas particulier où le parquet dispose d'une prérogative assez exorbitante qui est ce qu'on appelle l'ordonnance de placement provisoire. Elle intervient si deux conditions se réunissent, le danger et l'urgence. Je vous donne 2 exemples que j'ai eus récemment. Il y a 3 semaines, j'étais de permanence, je reçois un signalement de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, parce que déjà les interlocuteurs sont multiples du parquet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le président du conseil départemental qui normalement transmet les signalements, mais vous avez aussi les hôpitaux, l'éducation nationale, les particuliers, le juge des enfants, le juge des affaires familiales qui peuvent vous transmettre des signalements. J'ai eu l'information selon laquelle un mineur, un nourrisson même, présentait plusieurs fractures. L'explication qui était donnée au médecin pédiatre était de dire que l'enfant en fait se griffe lui-même. Moi, je ne sais pas si c'est compatible avec les dires des parents. Je ne sais pas si l'enfant peut retourner chez lui. Donc, principe de précaution, j'ordonne le placement provisoire de l'enfant, qui est une décision brutale, qui n'est pas susceptible de recours. Et dans certains cas, les examens médicaux qui sont réalisés à la suite d'une OPP infirment les interrogations du parquet, les craintes du parquet, et ça peut être assez brutal pour les parents. Dans cette situation-là, moi, j'ai simplement demandé une collégialité de médecins pédiatres pour notamment se prononcer sur l'origine des fractures. La réponse ne m'est pas apparue satisfaisante pour comprendre notamment la compatibilité avec l'explication donnée par les parents. Donc j'ai demandé à ce que les UMJ se saisissent de l'affaire, et en attendant, l'enfant est placé. Vous avez aussi un autre cas qui était assez récent. J'ai déféré un père, une mère pour des violences conjugales réciproques, et j'apprends lors du défèrement que chacun est consommateur de crack au quotidien, et qu'au milieu de tout ça, il y a un enfant en bas âge. Vous devez protéger l'enfant. J'ai pris une ordonnance de placement provisoire, et ensuite la garantie pour les parents. Déjà, le parquetier peut et doit même dans son ordonnance de placement provisoire se prononcer sur le maintien des liens ou pas avec les parents. Droit de visite, médiatisé ou pas. Et ensuite, il doit saisir dans les 8 jours le juge des enfants qui, lui, doit ensuite rencontrer la famille, sauf erreur de ma part, dans les 15 jours. Donc vous avez cette prérogative qui est assez exorbitante du droit commun concernant le parquet. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité en tant que représentante aujourd'hui à la fois des pratiques en protection de l'enfance et en protection judiciaire de la jeunesse par mon parcours. Je crois qu'il est important, suite à ce qui vient d'être dit, de préciser 2 ou 3 choses, et je vais le dire de façon un petit peu liminaire au vif du sujet. C'est que d'une part, on est dans une situation où on voit de très grands progrès en matière d'évolution du droit. On parle notamment de l'évolution de l'arsenal législatif de la protection de l'enfance depuis 2007, d'une meilleure prise en compte des droits de l'enfant, d'une démarche de consensus. On rappelle les travaux de Marie-Paul Martin-Blacher qui ont dû être évoqués lors de la précédente journée sur les vulnérabilités de l'enfant. Et puis la loi Taquet, 2022, avec l'idée aussi que l'intérêt supérieur de l'enfant est vraiment au centre de tout ce qui doit être construit, mis en œuvre de façon procédurale ou opérationnelle pour préserver sa capacité à devenir un citoyen éclairé. Alors je crois qu'il est important de dire qu'en face de tout cela, on a aussi une situation d'essoufflement de la protection de l'enfance, puisque nous avons une situation où notre pays consacre plus de 9 milliards d'euros à la protection de l'enfance. Madame Vacher le disait tout à l'heure concernant la métropole de Lyon, mais des efforts considérables sont faits à la fois pour diversifier la prise en compte de l'enfant avec de modularité des dispositifs qui sont proposés, peut-être une plus grande inventivité, une plus grande créativité dans un contexte contraint, et puis également une situation où on a besoin aujourd'hui, malgré les efforts consentis, malgré l'évolution du droit, de créer encore plus de places
de faire évoluer les dispositifs, d'aller soutenir des dispositifs qui sont assez souvent, vous l'avez rappelé, en souffrance. Nous manquons aussi de compétences, nous manquons de capacités d'intervention, parce que nous manquons aussi d'hommes et de femmes prêts à prendre le flambeau dans des foyers d'accueil d'urgence, auprès de familles en très grande difficulté, en très grande précarité et parfois hostiles à une intervention judiciaire ou éducative. Et ce manque de postes au niveau du secteur en général, c'est près de 30 000 personnes que nous allons rechercher dans les prochaines années. Donc c'est vrai que c'est une situation qui doit nous interroger, à la fois du côté de l'entrée dans la protection de l'enfance, du côté de la prévention très précoce. Je ne peux que souscrire à ce qui a été dit sur la nécessité de faire droit à ces 1000 premiers jours de l'enfant pour en faire quelque chose qui soit un peu sanctuarisé, de façon à éviter des problématiques encore plus lourdes à l'adolescence et puis bien sûr ensuite par continuité à l'âge adulte. Il est très difficile de se remettre d'une adolescence chaotique, il est très difficile de se remettre d'un parcours qui a été dès l'origine heurté, avec des traumatismes complexes, avec des réitérations d'actes violents sur un enfant ou un nourrisson. Donc cette situation doit interpeller tous les professionnels qui sont présents dans cette salle et tous ceux qui s'intéressent à la protection de l'enfance, parce que nous avons une situation qui est très en tension et qui mérite que nous soyons effectivement en train de monter en expertise à la fois sur les dispositifs, leur contrôle, de regarder ce qui fait que les choses marchent, parfois tout simplement, et pas être simplement dans l'évaluation, même si celle-ci est nécessaire, mais aussi de regarder à quelles conditions on peut garantir qu'un dispositif d'accueil peut être soutenant d'une capacité d'éducation d'un enfant ou de suppléance parentale du côté de la famille. Alors moi je remercie également l'école Rockefeller parce que cette invitation, elle est assez rare quand on parle de la protection de l'enfance, d'inviter aussi ceux qui s'occupent de l'enfance délinquante. Nous avons effectivement non pas une rupture, mais une continuité entre l'enfance en danger et l'adolescent délinquant. Dans ma pratique professionnelle de longue date, malheureusement, je constate que tous les enfants que je reçois, 99,9%, voire un peu plus, sont d'anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, avec très souvent, pour les affaires les plus graves, des situations qui ont été particulièrement heurtées, particulièrement violentes, particulièrement difficiles et quasi insoutenables dès la petite enfance. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, nous avons non pas d'un côté la protection de l'enfance et de l'autre tout le système pénal qui s'occupe des mineurs délinquants, réputés évidemment difficiles à prendre en charge, difficiles à accompagner, qui méritent ou sont susceptibles d'être intégrés ou accueillis dans des dispositifs spécifiques. Tout cela est vrai. Mais ce qu'on doit aussi regarder, c'est notre responsabilité, c'est ce qui se passe entre le moment où on signale un petit enfant et le moment où on le retrouve dans une catégorie d'intervention en délinquance des mineurs. Alors nous avons au niveau de la délinquance des mineurs aujourd'hui sur les enfants adolescents traités, puisque on a généralement à partir de 13 ans, en dessous de 13 ans, on est rarement concerné quand même par une mesure pénale. Nous avons 137 000 mineurs et jeunes majeurs suivis chaque année, en gros, entre 137 et 140 000, ça c'est les chiffres de 2024. Et nous en occupons à travers différents dispositifs, puisqu'ils peuvent également être concernés par des mesures d'investigation éducative, comme cela a été rappelé à cette tribune, et également concernés par des rapports dits de renseignement socio-éducatif lorsqu'ils comparaissent, lors d'un déferment notamment, devant un substitut. Et je crois que c'est très important de dire que cette nécessité d'aller regarder ce qui se passe du côté de la famille s'étend également au champ pénal, comme s'étend au champ pénal les dispositifs dits de placement. Nous avons une nouveauté néanmoins, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup évolué sur le droit des mineurs en protection de l'enfance. Nous avons aussi beaucoup évolué sur le droit des mineurs en matière de justice pénale, puisque est entré en vigueur dans notre pays un code de justice pénale des mineurs qui a définitivement abrogé, d'une certaine façon, l'ordonnance du 2 février 1945, qui était jusque-là l'ordonnance maîtresse
de l'ensemble du dispositif du champ pénal. Alors, cette ordonnance, elle est entrée en vigueur en 2021. Elle s'organise, elle reprend toute une série de choses qui ont été, d'une certaine façon, déjà mises en œuvre auparavant dans les modalités de prise en compte du parcours du mineur. Mais elle s'organise aussi autour de 3 principes, hein, la primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation de la juridiction et des acteurs qui s'occupent de ces procédures, et puis également, évidemment, la responsabilité atténuée en fonction de la minorité. Ces 3 grands principes qui, d'une certaine façon, garantissent plus de continuité que de rupture, marquent aujourd'hui ce nouveau code de justice pénale des mineurs que je vous invite à regarder, puisque l'idée était précisément de rendre la justice pénale des mineurs plus lisible, plus efficace, de raccourcir aussi les temporalités de traitement de l'infraction pour répondre également à une demande sociale et faire droit aussi à la question de l'intérêt du mineur, à bénéficier de mesures d'accompagnement éducatif, de mesures de placement, de modules d'insertion ou santé, dans le cadre notamment d'une mesure phare qui est la mesure éducative judiciaire qui peut être prononcée à titre provisoire. Alors, on reparlera, si vous le souhaitez, des différents dispositifs qui s'appliquent à ces mineurs délinquants, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que si nous avons des mineurs délinquants, c'est parce que nous avons eu aussi beaucoup d'enfants en situation de grande détresse. Aujourd'hui, dans le champ pénal, on me parle de traumas réitérés, de traumas chroniques pour les adolescents que nous suivons dans le cadre pénal. Cela, bien entendu, n'obère pas, ou en tout cas n'annule pas les actes posés, mais dans l'arbre des causes que nous devons rechercher en tant que praticiens, c'est aussi important de le souligner. Leurs besoins de santé doivent être également pris en compte, puisque nous sommes dans un pays de droit. Nous devons respecter la possibilité de la désistance, ce qu'on appelle aujourd'hui la désistance, c'est-à-dire la possibilité pour un mineur de sortir d'une logique délinquentielle pour aller vers quelque chose de plus conforme à ce qu'on attend d'un citoyen dans une société, j'allais dire, démocratique. Et puis, la possibilité aussi de réformer son comportement à l'aune aussi des soutiens et des contraintes qui lui sont apportées. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Je vous remercie de prendre en compte les quelques remarques liminaires que je vous ai adressées. Juste pour faire un peu le lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, le juge des enfants, c'est à la fois le juge de l'assistance éducative, donc de la protection de l'enfance, et aussi le juge de l'enfance délinquante. Donc, il a une double casquette. Je pense que le temps, on est un peu restreint par le temps. Donc, juste trois observations pour conclure, en tout cas, mon intervention. 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est le risque de parentalisation de l'enfant. Ça a été évoqué tout à l'heure par l'élu de la métropole. Les droits de l'enfant, effectivement, évoluent et c'est une bonne chose, mais il faut faire attention à ne pas venir en réalité faire endosser à l'enfant des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et le danger, quand on regarde les dossiers en matière d'assistance éducative, le danger provient généralement du fait que d'une confusion des places au sein de la famille. Alors, soit on est sur un contexte un peu incestuel, et contexte incestuel qu'on rencontre en réalité assez régulièrement, soit on est sur une inversion des rôles, une confusion des rôles, avec une relation parent-enfant qui relève du copinage, ou des enfants au contraire à qui on va confier des responsabilités qui ne devraient pas être les siennes, etc. Il me paraît important, et j'ai exercé un temps les fonctions de juge des affaires familiales, je trouve qu'en matière de séparation des parents et de conflit parental, on donne des responsabilités et des pouvoirs à l'enfant qui ne devraient pas être les siens. 2 exemples. Le premier, c'est en matière de divorce sans juge, on va demander à l'enfant s'il souhaite être entendu par le juge, et s'il souhaite être entendu par le juge, les parents devront nécessairement passer par un divorce judiciaire. Et donc en réalité, la procédure de divorce sans juge repose sur la volonté ou non de l'enfant d'être entendu par le juge. Donc, je veux dire, c'est une loi qui ne me paraît pas du tout adaptée de ce point de vue-là. Et puis, 2e exemple, c'est l'audition de l'enfant dans le cadre des décisions prises en matière d'exercice d'autorité parentale, de résidence, de droit de visite et d'hébergement. J'ai eu beaucoup de situations dans lesquelles donc, l'enfant avait demandé à être entendu, 12-13 ans.
l'enfant disait je vis chez un tel, et l'autre parent qui avait introduit la demande de transfert de résidence, par exemple, venait devant le juge en disant en gros, mon enfant a parlé, mon enfant dit qu'il veut vivre chez l'autre parent, donc je me désiste de la procédure. Non, je veux dire, si vous avez porté une demande de transfert de résidence, c'est pas seulement parce que vous vouliez répondre aux aspirations de votre enfant, etc. C'est aussi parce qu'en tant que parent, vous estimiez que c'était une bonne décision et que c'était une décision qui était importante pour l'enfant. Donc voilà, la parentalisation de l'enfant, c'est quelque chose qui me paraît être un danger pour la protection de l'enfance. La deuxième chose, et c'est en lien, c'est la nécessaire responsabilisation des parents. On a une procédure d'assistance éducative et de façon plus large, une protection de l'enfance qui me paraît infantiliser trop les parents. Plusieurs exemples. Le premier exemple, j'en parlais avec mon collègue tout à l'heure, c'est les parents. Donc, c'est la place des parents dans la procédure d'assistance éducative. Les parents ne peuvent pas obtenir communication des pièces du dossier. Si vous ordonnez une mesure d'investigation éducative, qui va être un document clé en réalité, à partir duquel vous allez prendre votre décision et fonder votre décision, les parents ne peuvent pas obtenir la communication de cette pièce, mais seulement venir la consulter au greffe du tribunal. Donc ils ont droit à consultation, mais pas à communication. Ce qui veut dire que très concrètement, ils vont devoir formuler la demande au greffe. Le greffe va évidemment répondre à la demande et ils vont venir consulter le dossier. Alors dans les grosses juridictions, c'est un peu organisé. Dans les petites juridictions, vous allez le consulter dans le bureau du greffe, entre deux piles de dossiers, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc vous voyez, il y a une manière aussi, une façon de déresponsabiliser les parents dans la procédure d'assistance éducative qui me paraît pas être bon. J'ai écrit un article avec un avocat marseillais sur cette question, sur la nécessaire dignité procédurale des parents. Et vraiment, la protection, elle passe aussi par la responsabilisation des parents et par la restauration de la place de chacun et du positionnement de chacun. Et puis, dernière chose, c'est la question de la temporalité des mesures. Trop souvent, lorsqu'on ordonne une mesure éducative et qu'elle n'est pas exécutée dans des délais raisonnables, c'est-à-dire dans un délai de 0 à 3 mois, on voit que la situation familiale évolue défavorablement, parfois. Et donc, en réalité, d'une situation qui pouvait être contenue et accompagnée par le biais d'une mesure éducative en milieu ouvert, on va arriver à une situation qui va devenir explosive et puis où il sera parfois évoqué, je reçois parfois des signalements de situations où on dit en fait la situation n'est plus tenable, donc on vous demande un placement, alors qu'au départ l'idée c'était de pouvoir travailler les choses dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert. Donc si la mesure n'est pas ordonnée à temps, mise en œuvre à temps et que les choses ne se font pas quand elles doivent se faire, en réalité les situations évoluent, s'empirent, etc. Et ça a des conséquences ensuite sur tout le reste. Voilà. Alors, je rejoins tout à fait les propos tenus par ma collègue de la protection judiciaire de la jeunesse en vous disant que la clientèle pénale est malheureusement la clientèle des parcours cabossés. Vous avez souvent des profils qui reproduisent le schéma qu'ils ont vécu en termes de violence sexuelle, physique, prostitution, consommation de stupéfiants ou autre. La frontière, elle est poreuse entre l'assistance éducative, l'accompagnement civil, et la délinquance des mineurs auteurs ou mineurs victimes. Lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation et que vous êtes parquetier, vous allez à la fois vous questionner sur l'assistance éducative et ensuite sur la prise en charge du mineur. Pour la prise en charge du mineur victime, il y a des réflexes à avoir quand vous êtes parquetier. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, la dénonciation par l'enfant ou par un proche de ce qu'il a vécu aura une incidence majeure dans sa vie. Et surtout quand on parle de faits qui sont des faits à l'intérieur de la famille. Disons que l'enfant va payer le prix de sa dénonciation. Vous avez déjà ce qui est élémentaire dans tout ça, c'est le recueil de la parole de l'enfant. Le recueil de la parole de l'enfant, il ne peut pas se faire de manière brutale dans un commissariat de police, dans des locaux de gendarmerie, devant des fonctionnaires qui portent l'uniforme. Vous avez des auditions qui sont particulières par des fonctionnaires qui sont habilités, formés. Vous avez ce qui est le plus général, c'est l'audition Mélanie, une audition dans une salle dédiée aux enfants, avec des jouets et au cours de laquelle on va créer un certain lien de confiance. Vous avez aussi, et c'est plus récent, ce qu'on appelle les auditions en UAPED, unité d'accueil des enfants donc pédiatriques, d'enfants en danger.
Et donc là, vous allez avoir en fait des gendarmes ou des policiers qui auditionnent l'enfant, qui portent une oreillette, et dans une autre salle, vous avez un médecin pédiatre, une infirmière psychiatrique qui se trouvent derrière et qui vont conseiller les enquêteurs à poser des questions, à avoir tel positionnement par rapport aux réactions de l'enfant. Et cela, en fait, entraîne une prise en charge qui est double, une prise en charge judiciaire, mais aussi une prise en charge en termes d'accompagnement de soins. La parole de l'enfant est essentielle. L'enfant, il va être confronté à des actes violents, notamment une expertise psychologique, où on va évoquer avec lui ce qu'il a subi et voir en fait quels sont les traumatismes. On va peut-être mettre en doute sa parole pour voir s'il ne fabule pas. Et vous allez avoir ensuite des actes qui sont assez classiques, hein, l'expertise, donc les UMJ, pour voir notamment les conséquences des violences qu'il a subies, physiques, sexuelles, et pour moi, celui que j'estime le plus intime, l'examen gynécologique. Et je l'ai dit très souvent en audience, quand je regarde les auteurs d'infractions, je leur dis qu'ils ont fait subir à un enfant, ce qui est tout à fait anormal à son âge, déjà de devoir se présenter à une audience publique où on dévoile son intimité, mais surtout à des actes qui sont inacceptables pour un enfant de cet âge. Ensuite, un enfant, il y a des règles de procédure pénale particulières qui s'appliquent, notamment pour éviter de le faire répéter, de l'auditionner à différentes reprises pour les infractions qui sont listées, les infractions les plus graves, et notamment les infractions sexuelles. Il va avoir un enregistrement de son audition qui permettra notamment aux enquêteurs de revenir dessus et de voir un petit peu ce qu'il a dit et de retranscrire ce qui a été dit par l'enfant. L'audition d'un enfant, par exception, parce que ce n'est pas le cas pour les majeurs, peut être accompagnée, notamment par un représentant légal, par un psychologue, par un membre de la famille. Et l'enfant, si on considère que ses représentants légaux ne sont pas en capacité de protéger ses intérêts, eh bien, on peut désigner une tierce personne, ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, qui aura cette fonction de le représenter dans ses intérêts, de l'accompagner tout au long de la procédure. Et enfin, je vous l'ai dit, le parquet a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui va saisir une juridiction et le parquet va parfois demander des mesures de sûreté entre le jour de sa décision et le jour de comparution à l'audience, notamment un contrôle judiciaire. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, un parquetier peut demander au juge notamment l'interdiction de contact entre l'auteur de l'infraction, famille, hors famille, l'interdiction de paraître au domicile, et surtout le juge des libertés de la détention doit se prononcer sur la question des liens avec ses parents, la suspension ou pas du droit de visite et d'hébergement. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et je crois que vous aurez parfaitement compris que l'intérêt de l'enfant est protégé par notre système judiciaire actuel et par aussi l'ensemble des mesures disponibles pour préserver son audition, accompagner son parcours et puis éventuellement audiencer à tous les stades lorsqu'il est nécessaire d'évaluer les choses. Donc nous avons une situation aujourd'hui, pour reprendre un peu, pour vous donner quelques chiffres, les chiffres du ministère de la Justice, nous avons 199 000 mineurs qui sont concernés par des affaires traitées par le parquet, dont 147 000 sont poursuivables. C'était les chiffres de 2024. Et nous avons aussi, dans le champ du pénal des mineurs, 655 mineurs détenus aujourd'hui, dans une situation où, globalement, l'idée, c'est de rendre la justice plus rapide, de la rendre plus lisible et d'être en situation de produire des accompagnements dans des temporalités plus réduites afin de donner plus de sens à la prise en compte de la culpabilité et le sens de la peine, tout simplement. Donc cette situation, effectivement, est poreuse. Généralement, quand un mineur entre dans le dispositif d'accompagnement pénal, il sort de la protection de l'enfance et a beaucoup de mal à revenir dans des services ou dispositifs de la protection de l'enfance. C'est important de le noter parce que même s'il y a un continuum dans le parcours entre protection de l'enfance et délinquance des mineurs, très souvent les allers-retours n'existent pas entre tous les établissements et services qui sont spécialisés en protection de l'enfance et tous ceux qui accueillent des mineurs qui ont fait l'objet d'ailleurs de mesures d'investigation,
d'audience de culpabilité éventuellement, qui ont été parfois identifiés pendant des années dans un parcours protection de l'enfance. Et ce système, en fait, est à la fois complètement homogène du point de vue du parcours et complètement, j'allais dire, séparé du point de vue des modalités opérationnelles de la prise en charge, dès lors que la délinquance des mineurs est évidemment entrée dans la scène et que ce mineur est réputé délinquant. Donc ça ne vient pas caractériser sa personne, mais les actes posés ont de l'influence sur la nature des dispositifs qui seront déployés pour prendre en compte, j'allais dire, son éducation, sa santé, sa moralité, pour reprendre les termes du Code civil. La question qui est aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez une idée très précise de ce qui se joue dans les dispositifs d'accompagnement sur le champ pénal. Nous avons notamment créé depuis 2002 des centres éducatifs fermés. Nous en avons aujourd'hui 54, dont 2 tiers sont confiés au secteur associatif habilité, 1 tiers au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors il faut savoir que, juste un mot là-dessus, nous avons la particularité d'avoir dans notre pays à la fois des associations, comme par exemple des sauvegardes de l'enfance, qui travaillent à la fois sur le champ civil, mais qui peuvent également travailler sur le champ pénal, parfois dans des services dits à compétence exclusive État, pour prendre en compte et accompagner des mineurs délinquants placés. Donc, pour autant, cela n'empêche pas que les trajectoires soient différenciées dans les dispositifs d'accueil. Donc ces 54 CEF sont dispersés dans France entière et ils ont la particularité de faire entendre qu'il peut y avoir, et c'est notamment l'évolution majeure depuis la loi Perben 2002, qu'il peut y avoir de l'éducation dans un cadre contraint. Et que la contenance du dispositif centre éducatif fermé doit garantir d'une certaine façon la prise en compte d'une vulnérabilité particulière et prévenir également la réitération d'un passage à l'acte pour ces mineurs. Nous avons en France également 6 établissements pénitentiaires pour mineurs qui accueillent, qui représentent un total de 350 places pour un objectif de 400 places. Puisque, vous le savez, nous avons un programme de création de 1500 places de prison supplémentaires sur 10 ans. Nous avons également donc 145 places de quartier des mineurs sur 7 sites, et un total de 659 mineurs détenus. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons un défi nouveau qui va, d'une certaine façon, peut-être nous demander des efforts supplémentaires. Tout à l'heure, il a été évoqué la prostitution des mineurs. C'est une problématique grave, puisque des mineurs de plus en plus jeunes sont évidemment prises dans des réseaux de prostitution. Et j'ai en tête un cri d'alerte sur le territoire des Bouches-du-Rhône de quelqu'un qui nous disait dans la presse qu'il avait le regret de constater que c'était des mineurs de plus en plus jeunes, parfois de 12-13 ans, qui étaient concernés par ces problématiques de prostitution. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la vice-présidente de la métropole de Lyon. C'est important de savoir que s'il y a de la prostitution des mineurs, j'ai animé et co-animé une journée avec le département du Vaucluse sur cette question-là, c'est qu'il y a des réseaux, c'est qu'il y a également des personnes qui emmènent ces jeunes femmes, souvent des jeunes femmes dans cette prostitution tout à fait émergente comme phénomène. Ça a toujours existé, mais ça n'avait pas pris de telles ampleurs. Et puis, de l'autre côté, nous avons aussi le défi qui a été évoqué très rapidement à cette tribune, qui est le défi du narcotrafic. Puisque, pour lire la presse, vous savez certainement que c'est une situation qui est aujourd'hui, qui émerge en tout cas dans l'actualité, dans le débat public de façon beaucoup plus forte. Non seulement nous avons eu un grand rapport public sur la question du narcotrafic, mais nous avons le regret de constater, un rapport des sénateurs Marc Derin et Étienne Blanc, nous avons également constaté que sur le champ de la délinquance des mineurs, et parfois certains mineurs confiés en protection de l'enfance peuvent aussi venir tendanciellement se glisser dans ces situations où ils vont être effectivement guetteurs
ils vont gérer des points de deal, où ils vont venir dealer eux-mêmes. Et cette situation est très préoccupante parce qu'elle vient percuter des dispositifs de placement qui étaient déjà très occupés par les situations dites plus classiques, avec évidemment une délinquance de prédation, des passages à l'acte violent, etc. Et là, on a des réseaux et on a des menaces de mort. Donc la question, et j'en viens à un point qui est très sensible dans notre débat, c'est qu'on disait tout à l'heure, il y a de la continuité entre des mineurs auteurs et des mineurs victimes, ou des mineurs victimes puis devenir des mineurs auteurs. On a aussi des situations où des mineurs qui sont pris dans les réseaux de narcotrafic sont eux-mêmes menacés de mort, sont eux-mêmes enfermés dans des caves, sont eux-mêmes brûlés dans des coffres de voitures ou blessés par balle. Donc on a des situations qui sont aujourd'hui très troublantes du point de vue du discernement qui doit être le nôtre sur la question autrefois plus binaire, auteur-victime. Voilà. Et cette situation va nous emmener à une inventivité, une agilité dans nos prises de décision et peut-être dans l'évolution de nos dispositifs encore plus importante dans les années à venir qu'aujourd'hui, puisque l'ensemble des dispositifs, en tout cas dans le champ pénal, existaient depuis déjà une vingtaine d'années. Que devrions-nous construire demain pour faire face, d'un côté, à cette question de la prostitution des mineurs et de l'autre côté, à cette nouvelle forme de délinquance ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions très riches. Vous nous avez rappelé votre rôle. Votre rôle et les failles et ce qui va aussi bien dans le système. Je crois qu'on peut passer aux questions. Oui. Alors, ces problématiques sont-elles spécifiques à certains milieux sociaux ? Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, la question de la prostitution, elle concerne tous les milieux. Voilà. La porte d'entrée, en réalité, de la prostitution, c'est souvent... on a souvent une forme de déscolarisation. Il y a une utilisation immodérée des réseaux sociaux. Il faut être hyper vigilant sur les réseaux sociaux. Il y a la pratique des nudes. Vous voyez, une photo de nu qu'on va envoyer au petit copain. Et souvent, c'est le petit copain qui va justement permettre que le processus se mette en place. Et on a cette prostitution spécifique, mais on a la prostitution de sortie de foyer aussi, qui est aussi une vraie réalité. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une question ni de classe, ni de race, ni d'origine sociale, etc. Enfin, vraiment, ça concerne tous les milieux, très clairement. Oui, simplement sur ce point, bien sûr qu'il est évident que c'est un phénomène qui peut toucher tous les milieux sociaux. Cependant, il a été... porter à la connaissance d'un public éclairé qu'il pouvait y avoir du proxénétisme dit de cité, et que ça pouvait être effectivement un des phénomènes nouveaux auxquels on peut assister du côté des territoires les plus sensibles, en tout cas des quartiers les plus sensibles des grandes métropoles, avec un phénomène finalement... de prostitution liée à des zones du territoire où il y a déjà des problématiques fortes de délinquance, de narcotrafic. Et si on est sur la prostitution, sur le narcotrafic, on est quand même dans la grande catégorie de la traite des êtres humains. Voilà, de mon point de vue. Merci. Alors chacun d'entre vous a fait ressortir des failles dans le système. Et comment vous le feriez évoluer ? C'est une vaste question. Il faudrait plusieurs heures pour y répondre. Alors, il y a la question des moyens qui a été évoquée, c'est évident. Comment ? Oui, il faudrait plusieurs jours. On va organiser de nouvelles rencontres Rockefeller. Non, il faut évidemment la question des moyens. Très souvent, on constate que des dispositifs sont prévus par la loi, mais jamais mis en œuvre par les départements. Donc, il faudrait déjà commencer par appliquer la loi. Ce serait déjà bien. Il y a une crise des vocations, on en a parlé dans le sanitaire et social. Il y a la question de la gouvernance de certains établissements. Très clairement, il y a des dysfonctionnements importants dans certains établissements. On parlait tout à l'heure de la conférence de consensus sur les besoins essentiels de l'enfant. C'est un document que j'ai redécouvert récemment. J'ai été surpris de constater que la question du père et de la paternité n'était absolument pas abordée. Si vous tapez, vous allez récupérer le rapport qui est accessible sur Internet. Vous tapez père ou paternité, le mot paternité n'apparaît pas, et le mot père apparaît à deux reprises. On parle d'une part du père violent, et d'autre part du père qui perçoit la hache.
l'allocation adulte handicapé. On a effacé la fonction symbolique du père dans notre société, c'est à mon avis un drame, on le voit en matière de délinquance des mineurs. Dans mon cabinet, moi, 86% des délinquants mineurs qui ont délinqué plus d'une fois vivent dans des familles séparées, 86%. Et 2 enfants sur 4, 2 mineurs sur 4 qui a commis plus d'un acte de délinquance n'a plus de lien avec son père. Plus du tout de lien. Je ne parle pas d'un lien un peu distendu, etc. Et en réalité, c'est un enfant sur 4, un mineur sur 4 qui est encore en lien, un lien soit par le biais d'un DVH, un droit de visite et d'hébergement. Donc la question des insuffisances, elle concerne aussi la société dans son ensemble. Très souvent, si on est inefficace ou inefficient, ou si les mesures qu'on prononce ne sont pas suffisamment efficaces et ne permettent pas de modifier en profondeur les choses dans les familles, c'est que le problème est beaucoup plus large et qu'en réalité, on arrive souvent en bout de course et avec nos petits points, on ne peut évidemment pas déplacer des montagnes, quoi. Je rejoins les propos tenus par mon collègue. Vous êtes en fait, dans la justice, le dernier maillon, parfois pour ces jeunes enfants, la dernière figure d'autorité. En fait, ça dépasse le cadre judiciaire. Il y a un problème parfois d'éducation nationale. On n'a pas évoqué le problème de la santé mentale de ces enfants qui sont confrontés à des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques lourds et sur lesquels on n'investit aujourd'hui pas assez. Alors, oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, les moyens d'y faire face, c'était la question. Je crois qu'on a raison de penser qu'il faut être extrêmement attentif aux premiers âges de l'enfant. Je ne peux qu'inviter très fortement tous ceux qui travaillent dans ce champ, avec l'expérience qui est la nôtre aujourd'hui, à considérer que ça n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même pour une bonne part. Voilà. D'autre part, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, la prise en compte de la santé en général, la santé mentale en particulier, n'est pas encore suffisamment efficiente à tous les stades, ou en tout cas que les moyens que l'on a pour organiser un parcours de soins, on a beaucoup de mal, par exemple, dans nos établissements de protection judiciaire de la jeunesse, à avoir suffisamment de vacations ou de temps de psychiatre. On a beaucoup de mal à mettre en place des parcours de soins en santé mentale. On a des équipes qui peuvent être effectivement en difficulté, que ce soit en protection judiciaire de la jeunesse ou même dans le secteur associatif, dans toutes les associations qui accueillent ces mineurs, par des situations qu'ils ne comprennent pas, avec des troubles avérés qui sont des troubles liés à ce que j'ai vaguement, en tout cas pas suffisamment précisé tout à l'heure, mais évoqué rapidement, qui est sous le grand label finalement des traumas complexes. Je crois qu'il faudra que vous en parliez sans doute au cours de cette journée. Il est possible certainement qu'il y ait des intervenants qui l'évoquent encore davantage. Les médecins psychiatres avec lesquels je travaille néanmoins, parce que même si ça reste pas suffisant, on a quand même encore un petit peu de capacité dans les situations les plus troublantes à travailler avec les centres hospitaliers notamment, nous parlent de traumas réitérés. C'est-à-dire lorsqu'un enfant est exposé à des traumatismes de façon chronique pendant sa petite enfance et pendant les stades très importants de son développement cognitif et psycho-affectif, on altère durablement son développement. Et cette situation peut amener, bien évidemment, de la dépression, des troubles cognitifs, des difficultés de toutes sortes, l'échec scolaire, cela va sans dire, mais également, cela peut se caractériser aussi par des comportements violents, par des situations où les mineurs sont décrits dans les collèges comme intenables. Parfois d'abord même à l'école primaire aujourd'hui. Donc évidemment que si on devait sanctuariser quelque chose, c'est non seulement prendre en compte les capacités que nous avons à travailler dans le champ de la petite enfance. Vraiment c'est très très important. Je regarde avec beaucoup de consternation les rapports qui ont été récemment écrits sur les crèches. Donc voilà, nous avons cet effort à faire. Je suis heureuse de voir que certains le prennent véritablement en compte dans les politiques publiques. Et puis ensuite, dans le champ où on est passé du côté de la délinquance des mineurs, pour le domaine dans lequel j'interviens aujourd'hui plus particulièrement, eh bien, nous avons besoin de dispositifs contenants,
où on peut penser à la fois l'éducation, le soin, et puis le parcours du mineur du point de vue de sa scolarité, ou en tout cas des bases. Il y a des bases à réapprendre parfois, c'est très important de les réapprendre. Et tout ce qui peut favoriser, on doit s'intéresser encore davantage à ce qui peut favoriser la désistance. On a beaucoup de discours, et c'est, je pense, légitime. La société est inquiète, il y a des peurs, il y a des difficultés sur la question de l'incarcération des mineurs. La peine est-elle assez longue? La peine est-elle assez forte? Mais il faut aussi s'interroger, nous devons le faire quand nous sommes des praticiens de ce secteur-là, sur les facteurs de désistance qui permettent à un mineur de sortir d'une trajectoire difficile, heurtée, depuis son plus jeune âge, et qui a pu être marquée par des problématiques de passage à l'acte délinquant. On a une recrudescence aujourd'hui quand même d'affaires graves. Je rejoins ce qui a été dit aussi, d'affaires graves concernant des homicides, tentatives d'homicide. C'est important que nous puissions, dans les années prochaines, repenser un certain nombre de choses. Et j'invite effectivement l'ensemble de ceux qui peuvent le faire à concourir au sein des écoles, des laboratoires de recherche à ces questions-là. Merci pour ces interventions et merci à vous pour vos questions.